Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Après les préparatifs, ce petit format me permet de chroniquer notre grand voyage pour lequel nous sommes partis fin août 2024. Vous savez tout de la préparation d'un tel projet. Désormais, je vais vous raconter comment ça se passe sur les routes, nos belles découvertes, mais aussi nos doutes et nos galères. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. J'enregistre cette troisième capsule de voyage depuis le Vietnam, un pays où nous sommes arrivés il y a une dizaine de jours et qu'on adore déjà. Je pense que vous l'avez senti si vous nous suivez sur Insta. Dans cette capsule aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet qui m'a pas mal fait réfléchir lors de notre visite du Laos. C'est le sujet du voyage authentique et hors des sentiers battus. Ces deux expressions très à la mode, paradoxalement, tendent à en faire des voyages tout à fait dans la norme in fine, même si on n'y est pas, surtout dans certaines régions du monde et probablement le Laos. En fait, la dernière fois, si vous avez écouté la capsule précédente, je vous ai parlé un peu de ma frustration en Thaïlande, où on a eu du mal à entrer en contact avec les locaux, à cause de la langue, mais aussi à cause d'une certaine distance qu'on a ressentie de la part des Thaïlandais. Il se trouve que dans le nord de la Thaïlande, mais aussi dans le nord du Laos, qu'on a parcouru pendant 3 semaines, et dans le nord du Vietnam, qu'on avait à la base mis au programme de notre itinéraire, il y a de nombreuses tribus, de nombreuses ethnies qui vivent encore de manière traditionnelle, le plus souvent dans des villages dans les montagnes. Et au Laos, où on a voyagé avec mes parents, on s'est dit que ce serait chouette d'aller à la rencontre d'au moins un de ces peuples, comprendre comment ils vivent, voir de nos propres yeux leur marché, leur artisanat, leurs maisons, etc. Sortir des sentiers battus, en somme, et faire l'expérience de vraies rencontres. Bon, je dis ça et en même temps, comme si les autres rencontres n'étaient pas vraies. Ça n'a pas vraiment de sens finalement, mais bon, soit, vous avez compris ce que je voulais dire. On a donc choisi de voyager dans le nord du Laos, encore plus au nord que Luang Prabang, qui est vraiment une autoroute à touristes, et pourtant on a adoré cette ville, mais c'est souvent un peu la limite nord où les voyageurs vont, un petit peu vers Nong Kyo aussi, nord-est. Nong Kyo, c'est un village qui se visite depuis Luang Prabang, finalement on reste 2-3 jours et puis on revient à Luang Prabang. Nous, on est allé au nord-ouest, à Luang Nam Ta. Alors là-bas, on est presque à la frontière chinoise. On est au milieu des montagnes, c'est pas hyper facile d'accès, et pour le coup, ce n'est pas très touristique. Il y a quand même un certain tourisme là-bas, principalement des treks dans les montagnes, et des treks avec une nuit dans un village ou quelque chose comme ça. Mais quand on arrive de Luang Prabang, où c'est tout beau, tout propre, il y a quand même beaucoup de touristes français et chinois. Quand on arrive à Luang Nam Ta, bon, c'est limite un choc quand même. Alors nous, à Luang Nam Ta, on n'a pas voulu faire de trek parce qu'on voyageait donc avec mes parents, et on s'est pas senti capable de partir 2 jours dans la montagne. On s'est dit que ça allait être trop dur pour nous. Mais il se trouve que là-bas, il y a un itinéraire qu'on peut faire à vélo, qui s'appelle la Nam Ta Valley Route, et qui passe par plusieurs villages d'ethnies différentes. C'est un itinéraire balisé, il y a des petits panneaux le long de la route qui indiquent qu'on est toujours sur le bon chemin. Donc on s'est dit que dans les villages qu'on traverserait, on pourrait avoir un aperçu de la vie de chaque ethnie. Donc il y avait un village Akha, il y avait un village Hmong, il y avait un village Lanten, pour les noms dont je me souviens. Et comme c'était écrit sur le plan, ça semblait assez facile d'aller dans le village et de voir un petit peu ce qui s'y passait, de commencer à discuter avec les gens. Et en fait, ça a été un peu un échec. Alors je dis ça parce que on ne s'attendait pas à ça, à comment ça s'est passé. Mais finalement, avec un petit peu de recul, là, j'ai quelques semaines de recul, je pense que ça sera probablement parmi les souvenirs les plus marquants qu'on gardera du Laos. Mais c'était un petit échec parce que dans les villages, en gros, quand on arrivait, il y avait juste un petit panneau à l'entrée du village qui expliquait dans quelle tribu on arrivait, quelle tribu vivait là, et puis quelques spécificités de l'ethnie en question, quoi. Mais dans le village, en fait, personne ne nous attendait pour nous montrer quoi que ce soit. Personne ne parlait anglais. Donc en fait, à part des sourires et puis des sabaïdi, donc ça veut dire bonjour en lao, on n'a pas réussi à établir plus de contacts que ça. Il y a des tribus par exemple qui ont un artisanat très développé, certaines tissent par exemple, et leurs tissus et les habits traditionnels sont vraiment magnifiques. Il y en a d'autres qui fabriquent du papier, et on aurait bien aimé pouvoir voir ces femmes à l'œuvre. Souvent c'est les femmes qui pratiquent ces artisanats, mais en fait on est en 2024 et même dans des villages ethniques, les gens font leur vie. C'est-à-dire qu'ils vivent en 2024. Les pratiques ancestrales ne se perdent pas pour autant, mais les traditions sont surtout respectées au moment des fêtes et de célébrations, et donc pas spécialement dans la vie de tous les jours. Et donc même si c'est un village sur une route touristique, il y a personne qui nous attendait spécialement pour nous montrer. Il y avait pas, je pense qu'avec ma mère, on s'était peut-être un peu imaginé
peut-être une petite boutique ou un petit accueil, quoi, un truc qui est en place. Bon, je sais pas trop ce qu'on s'était imaginé, mais on pensait qu'il y aurait quelqu'un pour nous accueillir. Tout ce qu'on a vu, c'est dans un village Lanten. On a vu une femme en habit traditionnel et c'est tout. En fait, toutes les personnes croisées étaient habillées comme vous et moi. Donc, en fait, on les croise, on ne sait pas si à quelle tribu ils appartiennent et tout ça. Hein. En plus, on connaît pas très bien. Donc, dans le village Aka où on est allé, il fallait faire un petit détour sur le chemin. Donc, on y a accédé par une petite route de terre au milieu des champs. Et quand on est arrivé sur la place du village, il y avait plein de monde, il y avait de l'animation. C'était dimanche, tout le monde était sorti. Et il y avait un petit camion qui vendait des vêtements et tout le monde qui s'affairait autour. Donc, nous, on est arrivés là avec nos vélos. Et en fait, tout le monde s'en fichait un peu de nous. Bah oui, en fait, je sais pas, comme on n'était pas dans rendez-vous en terre inconnue, quoi. Personne ne nous attendait. C'est ça que je voulais dire, c'est que voilà, on a voulu essayer de sortir des sentiers battus, aller à la rencontre des villages, et finalement, bah, ça n'a pas trop marché, quoi. Donc en fait, on voulait quelque chose de spontané, naturel, authentique, voilà, voyage authentique. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ben, si c'est pas un minimum organisé, bah, ça marche pas. Mais si c'est organisé, c'est que c'est fait pour les touristes. Et donc, dans quel point est-ce que ça reste authentique? Voilà, je sais pas. Il faut trouver l'équilibre. Et ça, c'est vachement difficile, je pense. Alors après ces 2 jours à Luang Namta, à nous balader au vélo, voilà, on a beaucoup discuté de ça entre nous, de ce que c'était un voyage authentique, des sentiers battus, des expressions qu'on entend tout le temps, et puis de ce qu'on en attendait. Et en fait, bon, sur le coup, on a été un peu déçus, mais finalement, je crois qu'on était en plein dedans, d'une certaine manière. On y était dans notre voyage authentique et hors des sentiers battus. Personne ne nous attendait. On était loin de toute forme de tourisme. On était juste 6 blancs-becs sur leur vélo, à se balader sur les chemins de campagne. On a vu la misère dans laquelle certains vivent. À côté de ce qui semblait plus que de l'opulence pour d'autres, le décalage était vraiment flagrant dans certains villages. C'était très étonnant de voir ça. On a vu et entendu le sourire et le rire des enfants qui nous saluaient sur notre passage. Ces enfants qui vont et qui viennent à leur guise dès le plus jeune âge, qui se baignent dans la rivière et qui s'amusent comme des petits fous pendant que les parents travaillent ou pendant que les parents s'amusent aussi, mais plus bruyamment, au karaoké notamment. On a vu la coopération de toute une équipe dans les rizières, dans des paysages splendides au passage. Bref, on a vu la vraie vie des Laotiens. Alors, on n'a pas tout compris parce qu'on était juste nous, on n'avait pas de guide, c'était pas organisé, on n'a pas réussi à discuter avec les gens, mais finalement, je crois qu'on était quand même en plein dedans. Et d'une manière générale, bon, avec Ludo, on n'aime pas trop être accompagné par un guide. Mais finalement, un guide permet quand même d'être introduit auprès de gens qui ne parlent pas la même langue que nous et donc d'accéder à autre chose. Bon, dans quelle mesure est-ce que cela reste authentique? Ça dépend des cas. Mais forcément, je me dis que la relation est un peu différente parce qu'il y a une notion mercantile qui entre en jeu. Et après avoir discuté avec plusieurs d'entre vous sur le sujet, finalement, est-ce qu'on veut vraiment vivre comme les locaux? Dans le cas des tribus du nord du Laos, vivre comme les locaux, ça veut dire dans un dénuement quasi total. Dormir à même le sol, passer sa journée à travailler dans les champs sous un soleil écrasant. Bon, il faut quand même être un tout petit peu honnête avec soi-même. Si c'est évidemment des expériences particulièrement enrichissantes, ce sont aussi des expériences très dures à vivre. Faut pas se mentir, je crois. Et avec le recul, je me dis aussi qu'il faut s'entendre sur ce que signifie rencontrer les locaux, dans le cadre d'un voyage ou de vacances, je veux dire. Parce que c'est tout à fait différent si on reste plusieurs semaines ou mois dans un même endroit. Mais quand on n'a que quelques jours, finalement, les quelques mots qu'on va échanger avec une femme qui tisse et qui nous laisse la place sur son métier à tisser, les checks qu'on fait aux enfants quand on passe dans leur village, les quelques heures qu'on passe dans une école à échanger avec les enfants et les professeurs, les bribes de sa vie qu'un guide va nous partager le temps d'une journée de visite, en fait, ce sont tout ça les rencontres avec les locaux. Ces petits moments qui passent très vite, mais qui égayent les journées et qui nous laissent apercevoir un petit bout de la vie de ces gens. Il m'aura fallu plusieurs semaines de voyage et de belles discussions avec des voyageurs rencontrés sur place ou sur Instagram pour prendre la mesure de tout ça. Et finalement, faire un voyage hors des sentiers battus est presque devenu une injonction sur laquelle on projette beaucoup de fantasmes, je trouve. Et cela me renvoie d'ailleurs aux frustrations dont je parlais dans la capsule précédente. Finalement, faisons le voyage qui nous fait plaisir, dans le respect de nos valeurs, et bien sûr dans le respect des pays qu'on visite. C'est ça l'essentiel, et ce sera déjà pas mal si on y arrive. Je voulais juste remercier Pauline, Caroline et Aurélie, avec qui nous avons pas mal échangé sur ce sujet sur Insta. Ces discussions m'ont aussi permis de mettre des mots sur ce que nous vivons et comment nous le ressentons. Et je trouve que c'est hyper enrichissant pour moi de discuter de tout cela. Donc merci beaucoup les filles. À part ces petits sujets philosophiques et ces réflexions que le voyage m'amène à me poser, je voulais vous dire qu'on va plutôt très bien en ce moment. Et je crois que c'est l'effet Vietnam. Alors, on a adoré nos 3 semaines au Laos. En termes de paysage, c'est quand même un pays assez incroyable. En termes d'expérience aussi. Je vais vous en parler juste avant, là, avec nos 2 journées à vélo là, dans la campagne de Luang Namta.
mais aussi avec la visite d'une école primaire à Luang Prabang. Donc ça, c'était dans le cadre de notre engagement auprès de l'association United Schools. J'en ai déjà parlé dans les préparatifs, j'en ai parlé plusieurs fois dans les podcasts, dans des épisodes de podcast. On a passé une matinée à l'école primaire, on a vu 3 classes, on a participé à les cours de français. Alors c'était épuisant parce qu'on a passé toute la matinée, un bon 4 heures sur place. Donc c'était vraiment épuisant et ça nous a sortis de notre zone de confort parce que finalement, on est assez timide. Mais vraiment, c'était super chouette de pouvoir échanger avec les enfants, de participer à leurs cours. En retour, évidemment, on espère qu'on a pu leur apporter quelque chose aussi. En fait, on avait préparé une petite présentation pour expliquer qui on était, ce qu'on faisait là. Et puis, on a montré l'école des enfants, on a expliqué comment ça se passait en France, on a posé plein de questions sur le Laos. Donc, avec les plus jeunes, ça passait par la traduction des professeurs qui parlaient très bien français. Et puis avec les enfants un peu plus grands, on a pu échanger pas mal en français et puis sinon en anglais. Pour certains, ils étaient un petit peu plus à l'aise en anglais. Mais c'était vraiment très, très enrichissant pour nous. Après 3 semaines à vadrouiller dans le nord du Laos, on était content de changer de pays quand même. Parce que le Laos, c'est pas hyper confortable, hein, c'est quand même assez fatigant. Donc à part les trajets en train qui sont très faciles, très confortables, les trajets sont un peu aléatoires, les routes sont pas toutes en bon état. Et c'est un peu l'aventure quand même. Pour le coup, on a choisi de voyager hors des sentiers battus au Laos. Donc voilà, c'est un peu plus fatigant, quoi. Donc après avoir dit au revoir à mes parents, on a tout de suite pris la direction du Vietnam. 2 jours de voyage en bateau et en bus. C'était toute une épopée. Et ça fait aussi partie finalement des visites et de ce qu'on retiendra du Laos parce qu'on était dans des paysages exceptionnels. Et puis après ça, donc on est arrivé à Dien Bien Phu au Vietnam, dans cette ville chargée d'histoire. On a complètement changé de style de tourisme après avoir été en pleine nature. Finalement, là, on se retrouve dans une ville bien vivante, bien ancrée dans le 21e siècle et en même temps chargée d'histoire. Donc, on était super contents, ça nous a fait du bien. Voilà, ça nous redonne un nouvel élan. En fait, ça change la dynamique. Donc, voilà, c'est vraiment super chouette. Et il faut dire aussi que le Vietnam, c'est beaucoup plus vivant que le Laos. C'est beaucoup plus nerveux, quoi, comme pays. Ça bouge tout le temps, il y a du monde partout. Je pense que à la fin de notre périple asiatique, donc encore dans quelques semaines, j'essaierai de revenir un peu sur les différences entre tous les pays qu'on aura traversés là en Asie, parce que j'en discutais avec l'une de vous aussi là sur Insta il y a pas longtemps. En fait, vu de chez nous, vu de la France, on appelle ça l'Asie du Sud-Est, quoi. Et puis c'est un peu tout pareil. Mais en fait, il y a quand même des différences, quoi. À chaque fois qu'on a passé une frontière, on a vraiment plongé dans une ambiance différente. Et finalement, c'est un peu bête de penser ça de l'Asie du Sud-Est, de tout mettre dans le même panier, parce que quand on est en France, qu'on passe en Espagne, ou quand on est en France et qu'on passe en Belgique, c'est presque pareil, mais en fait, non, c'est différent. Et là, c'est pareil. Quand on est en Malaisie, qu'on passe en Thaïlande, c'est presque pareil, mais en fait, non. De Laos, c'est presque pareil, mais en fait, non. Je peux dire aussi que du Laos au Vietnam, c'est quand même assez différent. C'est pas vraiment presque pareil. Et on va continuer dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est toujours. Et je pense que ça sera presque pareil, mais en fait non. Donc voilà, j'essaierai de faire un petit bilan à la fin de nos 4 mois et demi d'Asie pour parler de ces différences entre les pays qu'on aura remarquées. En arrivant au Vietnam aussi, il y a quelque chose d'autre qui a changé, c'est qu'on s'est retrouvés de nouveau tous les 4 après 2 semaines donc à 6 avec mes parents. Et il a fallu qu'on retrouve une routine. Donc on s'était dit que pendant que papy et mamie étaient là, les enfants ne feraient pas d'école. Donc ils ont eu 2 semaines de vacances. Mais comme les vacances scolaires en France avaient commencé un peu avant que mes parents arrivent, finalement, les garçons, ils avaient bien en tête la date. Et donc, on avait déjà un petit peu levé le pied. Donc, ils ont eu presque 3 semaines de vacances. Donc, j'avais préparé des devoirs quand même pour Alexis, qu'il a fini finalement quand on a dit qu'on faisait la rentrée. Et donc, du coup, voilà, pendant quasi 3 semaines, on n'a pas fait d'école en tant que telle. Ouais, 3 semaines, je pense. Et pour le coup, c'est assez dur de nous y remettre. Alors, j'ai une seule petite satisfaction et un petit soulagement quand même, c'est que donc les devoirs de vacances que j'avais préparés pour Alexis, ça reprenait un peu tout ce qu'on avait vu en français, maths, anglais, espagnol depuis le début. Et bon, voilà, quand même, il a acquis toutes les notions qu'on a vues. Donc ça, c'est quand même un soulagement. On va pouvoir
se baser sur ça pour continuer du coup le programme. Mais il faut qu'on s'y remette maintenant un petit peu chaque jour, quoi. Donc bon, c'est difficile pour les enfants, évidemment. Mais en fait, c'est difficile pour nous aussi parce que on aimait bien les vacances aussi, finalement. C'était chouette. Il faut aussi du coup qu'on se remette à la programmation de l'itinéraire. Parce que pendant 2 semaines avec mes parents, tout était quasiment calé, quasiment tout, depuis un petit moment. Même avant notre départ en août, en fait, on avait déjà réservé des choses et tout ça, on savait déjà où on allait. Donc, c'était assez reposant de ne pas avoir d'hôtel ou de transport à chercher. Et là, maintenant, il faut s'y remettre. À Dien Bien Phu, quand on est arrivé, on n'avait pas d'hôtel. Alors, on avait un peu vaguement repéré, mais finalement, ça se voit, enfin c'est Ludo qui est en charge de ça et je me dis il avait un peu perdu le rythme parce que du coup il s'est un peu planté quand le bus nous a déposés à la station de bus. En fait on n'était pas à l'endroit où il pensait qu'on arriverait, donc on s'était dit on irait à l'hôtel à pied, ça sera tout près parce qu'il avait quand même repéré des adresses, mais finalement en fait c'était hyper loin, donc voilà, donc on a un peu loupé le truc. Bon après finalement on a trouvé une super chambre dans le premier hôtel qu'on a vu qui était très bien, pas cher du tout, enfin bref. C'était hyper facile finalement, on n'a eu aucun souci. Mais donc ça c'était quand même le plus à l'arrache qu'on ait fait, arriver dans la ville et ne pas avoir d'hébergement réservé. Mais depuis, on est toujours la veille pour le lendemain quand même aussi. On a fait donc depuis on était à Katba, on a réservé la veille pour le lendemain. La croisière dans la baie de Lan Ha et la baie d'Along avait été réservée quand même quelques jours à l'avance par WhatsApp. À Hanoï, on a réservé l'hôtel la veille pour le lendemain. À Tam Coc, la veille pour le lendemain. Et donc là, on est 3 nuits au même endroit. Il en reste plus que 2 et on n'a pas réservé la suite. Donc voilà. C'est un petit peu last minute, mais ça se fait bien. On trouve, c'est vrai qu'ici au Vietnam, mais même dans les autres pays, c'était quand même assez last minute que aussi, je dois dire. On trouve hyper facilement, pas cher du tout. Enfin là, la veille pour le lendemain, on a trouvé, on a un grand bungalow, 2 lits doubles, salle de bain qui est nickel, piscine, petit déjeuner inclus. Je crois qu'on est à 15 € la nuit. Donc voilà, c'est dans notre budget quoi. C'est vraiment top. Et j'ai l'impression qu'au Vietnam, les standards hôteliers sont un petit peu plus élevés que ceux du Laos. C'est moins cher, mais c'est mieux. Peut-être ça participe aussi au fait qu'on adore le Vietnam. C'est facile, quoi. Il y a juste un truc. Bon, ça, par contre, c'est commun à toute l'Asie. Depuis l'Indonésie, on a ça. La douche n'est pas séparée des toilettes. Et ça, je comprends pas. Je crois que ça va rester vraiment une énigme pour moi. Je comprends pas le concept de tu prends ta douche, t'arroses tout. T'arroses toute ta salle de bain, les toilettes et tout. Et du coup, à chaque fois, après, tu prends une douche, mais s'il y en a un autre qui a envie d'aller aux toilettes, tout est trempé, quoi. Bon, j'ai pas compris le concept. Je me dis à chaque fois, un petit rideau, une petite paroi, ça prend pas beaucoup de place et c'est super pratique. Mais bref, c'est pas le plus grave. Tant que c'est propre et quand on a de l'eau chaude, on est content. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là, je veux dire que ça fait plusieurs fois qu'on a de l'eau chaude à chaque fois, donc ça, c'est cool. Et donc, finalement, il y a juste cette histoire de tout est mouillé, donc on enfile les petites claquettes mises à disposition et puis on s'adapte. Voilà, je vous laisse sur cette dernière réflexion hautement philosophique. D'ailleurs, si vous avez des réponses à cette question hyper importante de pourquoi ils séparent jamais la douche du reste de la salle de bain, ne serait-ce qu'avec un petit rideau ou une mini paroi, ça m'intéresse de savoir pourquoi ils font ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Moi, là, j'ai piscine qui m'attend. Ouais, ça, on est sur un gros programme aujourd'hui. Il fait pas trop chaud. On respire un peu et donc ça va mieux. On va quand même aller profiter de la piscine. J'espère que tout va bien pour vous en tout cas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao! Retrouvez nos interviews de parents voyageurs un mercredi sur 2. On y parle tour du monde bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt!